Ce jeudi marque la Journée mondiale de la santé mentale, une initiative de l'Organisation mondiale de la santé OMS visant à sensibiliser à l'importance du bien-être psychologique et à lutter contre les stigmatisations entourant les troubles mentaux. Cette année, le thème retenu, la santé mentale au travail, met en lumière un enjeu majeur. L'impact des environnements de travail sur le bien-être mental, sujet qui concerne aussi bien les employés que les employeurs. Les études sont unanimes. Un environnement de travail toxique, mal organisé, générant du stress ou mettant une pression excessive pour l'atteinte de résultats peut gravement affecter la santé psychique. L'absence de reconnaissance ou de soutien peut conduire à des troubles tels que l'anxiété et la dépression, réduisant par la même occasion la productivité au sein de l'entreprise. D'après l'OMS, environ 15% des adultes en âge de travailler souffrent à un moment ou à un autre de problèmes de santé mentale. Les employés précaires ou faiblement rémunérés sont souvent les plus vulnérables en raison de l'absence de mesures de protection adéquates. Cette année, l'accent est mis sur la nécessité de créer un environnement de travail favorisant le bien-être psychologique. Des initiatives telles que la flexibilité des horaires, la reconnaissance des efforts et la promotion de la culture du dialogue au sein des équipes sont encouragées. Ces solutions simples permettent de réduire considérablement les risques psychosociaux comme l'épuisement professionnel. La Journée mondiale de la santé mentale est l'occasion pour les entreprises de repenser leur politique interne et d'agir concrètement. Prendre soin de la santé mentale au travail n'est plus un luxe, mais une priorité pour le bien-être des employés et la productivité des organisations. C'est un investissement sur l'avenir. Les tarifs au Togo restent parmi les plus chers de la sous-région. C'est l'une des conclusions tirées de la récente enquête de satisfaction client lancée par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ARCEP. Move Africa Togo et Togocom n'ont pas révisé leurs prix depuis 18 mois. Cependant, dans la sous-région, les pays voisins ont vu leurs tarifs révisés à la baisse durant cette même période. Les résultats de l'enquête montrent aussi que depuis plus de 10 ans, il n'existe presque aucune approche innovante et novatrice dans la fourniture des services mobiles au Togo. De la 2G jusqu'à la 4G actuellement, les opérateurs de téléphonie mobile continuent de concevoir les offres comme il y a 10 ans, indique l'ARCEP. Quant aux terminaux que proposent les opérateurs, l'autorité de régulation estime que ces derniers proposent des terminaux juste pour gagner de l'argent. Ailleurs dans la sous-région, c'est plutôt le contraire. Les terminaux sont proposés d'abord pour leur compatibilité aux besoins des utilisateurs et puis pour les encourager à utiliser les services inclus. Face à toutes ces remarques d'insatisfaction, l'autorité de régulation se trouve impuissante en raison du cadre juridique en vigueur. Pour l'heure, ces interventions ne sont limitées qu'aux enquêtes, aux rapports, aux dénonciations et parfois à quelques sanctions. En ce qui concerne les tarifs, l'ARCEP n'y peut agir directement car le cadre juridique accorde une certaine liberté tarifaire aux opérateurs. Seules les organisations de défense et de protection des droits des consommateurs peuvent exercer une pression sur les opérateurs et les inciter à améliorer leurs prestations. Dans un contexte de relance des filières du café et du cacao, le Togo a depuis quelques jours organisé une rencontre de discussion avec des spécialistes de la filière café-cacao. À travers cette rencontre, le pays se prépare à adopter des plans de développement des filières du café et du cacao à l'horizon 2030. Ces plans ont été élaborés par une équipe de consultants togolais. Les spécialistes du café et du cacao mettent l'accent sur plusieurs axes prioritaires dans ces plans, notamment la restructuration des deux filières ainsi que la mise en place d'un mécanisme de financement à destination des petits producteurs agricoles. D'après le président du comité de coordination des filières café et cacao, l'ambition principale de ce document est de renforcer la productivité du café-cacao, d'en encourager la transformation sur le plan local, mais aussi de bâtir une culture professionnalisée, compétitive et durable. Notons qu'avec ce plan, une somme de 22 milliards de francs CFA devrait être investie dans ces filières, respectivement 11,7 milliards de francs CFA pour le café et 10,3 milliards de francs CFA pour le cacao.
Rappelons que depuis quelques années, le secteur du café-cacao étant en baisse, ces plans de développement de ces filières à l'horizon 2030 constitueraient un nouveau départ pour le secteur. Au lendemain de l'élection présidentielle et parlementaire au Mozambique, la crédibilité du scrutin est examinée de près. Le parti de gauche, Frelimo, au pouvoir depuis 49 ans, ayant été accusé de bourrage d'urnes et de falsification des résultats lors d'élections antérieures, des équipes d'observateurs électoraux régionaux et internationaux se trouvent actuellement dans le pays. Nous demandons également qu'aucun groupe de citoyens n'agite les autres, ne les menace, que tout se passe dans la paix et la tranquillité. Je demande aussi, et je le répète, que le jeu dure 90 minutes comme un match de football et que le résultat soit connu après le coup de sifflet. Il faut éviter d'annoncer les résultats trop tôt quand le match dure depuis 15 ou 20 minutes ou pendant la mi-temps pour proclamer une équipe gagnante. Vous connaissez des équipes qui ont proclamé les résultats, c'est pourquoi nous devons être concentrés pour ne pas perturber le processus. Le Frelimo a toujours nié les accusations de falsification des élections. Le parti a établi un État à parti unique après l'indépendance et a mené une guerre contre le parti d'opposition historique, la Résistance nationale du Mozambique. Aujourd'hui, ce que nous voulons, c'est que ce processus se déroule de manière transparente, équitable. Le refus de la présence des éléments du mouvement démocratique Mozambique et le refus de remettre les lettres de créance à nos délégués ne font qu'engendrer la fraude. Par conséquent, je souhaite informer tout le monde dans les prochaines heures et je me rendrai personnellement sur tous les centres de vote de la ville de Maputo pour m'assurer que les éléments de mon parti soient présents. Le Front pour la libération du Mozambique a désigné Daniel Chapo pour succéder au président Filipe Nyusi qui a effectué 2 mandats au maximum. Les analystes estiment que son plus grand défi sera probablement lancé par l'indépendant Venancio Mondlane. 172 voix sur 190 votants. La République démocratique du Congo a été élue au Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Ce résultat, qui témoigne d'un large soutien international, représente une victoire pour les autorités congolaises. Kinshasa considère que cette entrée permettra d'améliorer la situation des droits humains dans le pays, confronté aux attaques des groupes armés. 17 autres pays ont été élus au Conseil des droits de l'homme, parmi lesquels le Bénin, l'Éthiopie et le Kenya. La RDC fait donc son grand retour au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies après y avoir été élue en 2017. Sa candidature avait pourtant créé la polémique. Les ONG pointent du doigt une dégradation des droits humains, notamment dans les prisons du pays. Elles dénoncent des centres pénitentiaires surpeuplés, ainsi que des conditions de détention désastreuses, des cas de torture et de violences sexuelles présumées. Sean Diddy Combs souhaite être jugé au printemps prochain pour trafic sexuel. Le rappeur et producteur américain emprisonné depuis le 16 septembre a exprimé sa préférence pour un procès en avril ou en mai dans une lettre commune dans laquelle ses avocats et les procureurs ont informé le juge. Sean Combs a été incarcéré pour des accusations selon lesquelles il aurait abusé physiquement et sexuellement de femmes pendant des années. Il a plaidé non coupable. L'acte d'accusation affirme que Combs a contraint et abusé des femmes avec l'aide d'un réseau d'associés et d'employés, tout en recourant au chantage et à des actes violents tels que l'enlèvement, l'incendie criminel et le passage à tabac pour empêcher les victimes de parler. Son avocat a déclaré que les procureurs cherchaient à criminaliser les relations sexuelles consenties par son client. Dans leur lettre commune, soumise avant l'audience de jeudi, les procureurs ont indiqué qu'ils avaient commencé à remettre aux avocats de la défense certaines des preuves volumineuses de l'affaire, y compris plusieurs téraoctets de matériel contenant des informations stockées électroniquement, notamment par Sean Combs. À Haïti, le bilan de l'attaque sanglante de la semaine dernière est passé de 70 à au moins 115 morts. Des blessés sont encore en soins intensifs pendant que d'autres se rétablissent, selon les déclarations d'un responsable local, interrogé mercredi par Associated Press. Dans la nuit du 3 au 4 octobre, des bandes armées ont ouvert le feu sur les habitants de Pont-Sondé, dans le centre du pays.
Je me cachais avec mon fils derrière un véhicule et 2 hommes sont apparus et se sont dirigés vers moi. L'un d'eux a dit ne tirez pas sur elle, mais quand j'ai couru, l'autre m'a tiré dans le dos. Certaines zones de la ville restent encore inaccessibles alors que les autorités continuent la recherche des corps. Un défilé en soutien au président et à la vice-présidente colombienne. À Bogota, des manifestants protestent contre l'enquête du Conseil national électoral. Celui-ci accuse Gustavo Petro d'avoir dépassé les limites de financement de plus de 1 million de dollars lors de la campagne de 2022. Nous ne sommes pas d'accord avec l'enquête du Conseil national électoral, qui exige quelque chose au-delà de son autorité. Ils assimilent ce gouvernement à l'administration de l'ancien président colombien Álvaro Uribe. Cette manifestation a été organisée par des groupes afro-colombiens. Le président Petro et sa vice-présidente ont reçu un soutien massif de cette communauté lors de leur campagne. Si on nous retire le peu de pouvoir que nous avons au gouvernement, qui est la vice-présidente Francia Márquez, ils toucheront à l'essence de ce que nous sommes. Ils rencontreront la rébellion du peuple noir. L'enquête pourrait entraîner des amendes pour l'équipe de campagne et notamment pour le trésorier. Toutefois, elle ne peut pas destituer le président colombien. Depuis le 26 septembre, des troupes théâtrales du monde entier sont rassemblées à Karachi à l'occasion du Festival pakistanais des cultures du monde. 250 artistes de 40 nationalités ont partagé leur culture sur scène et raconté l'histoire de leur pays. Des artistes rwandais ont présenté une pièce intitulée Generation 25 qui tire les leçons du génocide de 1994 au Rwanda. Le génocide n'est pas un problème spécifique au Rwanda, il n'est pas propre à ce pays. C'est une idéologie universelle. Et ce qui s'est passé au Rwanda peut se produire ailleurs. Nous sommes donc ici pour partager un peu de nous-mêmes, un peu de nos souvenirs, afin que ce qui s'est passé dans notre pays ne se reproduise plus ailleurs. Des artistes kosovars ont joué Waiting for a Train, une œuvre qui raconte la lutte pour poursuivre un rêve inachevé. Kouchtrim Mehmeti, le metteur en scène, explique que cette représentation transmet un message universel que chacun peut comprendre. Cette pièce est métaphorique parce qu'elle s'adresse aux personnes du monde entier qui espèrent toujours quelque chose mais qui au final ne réalisent jamais leurs rêves ou leurs attentes. En plus des représentations théâtrales, le public a eu la chance d'assister à plusieurs spectacles de danse qui ont rendu la soirée encore plus riche en découvertes culturelles et artistiques. Le public a réagi de manière formidable. Tout le monde est si intéressé, si aimant, si encourageant. C'était vraiment une grande expérience, non seulement de jouer ici, mais aussi de partager la vie des Pakistanais et des gens qui nous ont invités. Tant qu'il y aura des activités culturelles dans la société, il y aura de la paix, de l'amour, de la fraternité. La danse et la musique requièrent une formation. Cela oblige ceux qui la pratiquent à s'organiser et à s'entraîner, tout comme en théâtre. Il faut bien suivre les instructions. Ce festival représente une étape majeure dans les efforts de diplomatie culturelle déployés par le Pakistan, avec une vitrine des meilleures performances internationales du spectacle vivant. Le public aura jusqu'au 30 octobre pour s'en mettre plein les yeux.